je vais accueillir Olivier Klein, que je vous présente immédiatement. Il est maire de Clichy-sous-Bois. C'est le représentant de la majorité présidentielle et non pas d'Emmanuel Macron, qui n'est pas candidat, que je sache. À toutes fins utiles, il est président de l'Agence nationale de rénovation urbaine, donc il a évidemment toute sa place pour parler au nom du non-candidat, puisqu'il n'est pas candidat. Mais il représente La République En Marche. Olivier Klein, bienvenue sur ce qu'on appelle un manche debout. Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Mais ça marche? Oui. Oui. Alors on va faire un exercice d'imagination. Imaginons que vous représentiez le candidat de La République En Marche à l'élection présidentielle. Évidemment, on ne sait pas qui c'est. C'est ça. On ne sait pas moi. Mais imaginons qu'il soit là et qu'il nous dise la ville de demain, c'est en même temps. Je vais et essayer. Vous poursuivez. Alors, vous avez dit que j'étais maire de Clichy-sous-Bois, c'est vrai. Je suis aussi président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, c'est vrai, vous l'avez dit. Et aussi président d'une magnifique société du Grand Paris qui construit, je crois, beaucoup de l'avenir de cette métropole à travers le Grand Paris Express. Je vais essayer effectivement de vous montrer... J'ai déjà fini? Non. C'est vos œufs? Je suis comme le crocodile de Peter Pan, j'ai un réveil dans le... Voilà. Déjà que c'est pas facile de représenter un non-candidat, si en plus il y a la cloche qui sonne. Alors, je vais essayer de vous démontrer, je crois, et ça a été bien présenté par le... Alors, je ne sais pas si on doit dire étude, mais en tout cas par la présentation qui a été faite, qu'il faut redonner le goût de la ville. L'envie et la possibilité d'habiter dans la ville. Et réconcilier, renforcer le lien entre les territoires, réconcilier et renforcer les liens à l'intérieur des métropoles, à l'intérieur des intercommunalités, entre la ville-centre et même les villes de ces métropoles. Vous interrogez un habitant de Saint-Gilles dans la métropole de Nîmes, il ne vous dira pas qu'il est Nîmois ou Grand Nîmois, il vous dira qu'il est Saint-Gillois. Et si vous interrogez un Clichois, de la même manière, aujourd'hui en tout cas, il ne vous dira pas qu'il est Grand Parisien, il vous dira qu'il est Clichois, peut-être habitant de la Seine-Saint-Denis, et je crois que c'est important. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que pendant ce quinquennat, la majorité présidentielle a agi et qu'elle agira encore pour construire des villes durables et plus inclusives. Je peux vous dire aussi, parce que j'écoutais ce qui se disait, que je suis maire et que d'une certaine manière, je fais partie des preuves par l'exemple que les maires ont aussi été écoutés dans le quinquennat précédent de par les fonctions que le président de la République m'a confiées. Je crois, et là aussi ça a été très bien démontré par votre travail, c'est que la ville de demain, c'est une inquiétude d'aujourd'hui. Les habitants de nos territoires, notamment les urbains, ont envie de campagne. 81% avant la crise sanitaire nous disaient dans un sondage IFOP en 2018 qu'ils avaient envie d'ailleurs, qu'ils avaient envie de campagne. Mais dans le même temps, dans une même étude, en 2018, les ruraux, à 51%, se sentaient abandonnés. Donc, et on le sait tous, c'est notre quotidien, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Et c'est ce conflit qu'il va falloir et qu'il faut gérer en permanence. Et bien évidemment, la crise sociale et sanitaire que nous vivons actuellement peut renforcer cette envie d'ailleurs. On sait, c'est plus de 400 000 Parisiens qui ont fui Paris pendant le premier confinement pour aller s'installer à la campagne. Donc, moi, ce que je crois, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que la majorité présidentielle n'a pas attendu cette crise pour s'interroger sur ce qu'était la ville de demain. Si on se souvient des déclarations de Julien Denormandie, alors ministre de la Ville, aux 10 ans de la ville durable, il a beaucoup insisté sur ce que devait être la résilience climatique, ce que devait être la sobriété dans la consommation. Il a beaucoup insisté parce que la ville, c'est d'abord ça, c'est comment on vit ensemble. Et puis il a insisté aussi sur un sujet dont on a parlé et qui me tient à cœur là comme président de l'ANRU, sur le lancement des quartiers fertiles. Il a demandé, il a confié à notre agence d'accompagner des villes. Et c'était, moi je me rappelle, j'ai lancé cet objectif des quartiers fertiles à l'Opéra Bastille quelques jours avant le début du premier confinement. Avec Nicolas Grivel, on se disait ça risque d'être compliqué. Et la réponse a été incroyable.
Aujourd'hui, c'est plus de 100 quartiers fertiles qui ont été retenus par l'agence, soutenus par l'ANRU, par l'ADEME, par un PIA adapté. Et je crois que c'est ça aussi, construire la ville de demain, et ça fait partie de notre quinquennat. On a aussi restructuré le réseau France Durable parce qu'il y avait un grand émiettement de tous ces partenaires qui devaient réfléchir et travailler ensemble. Emmanuel Vergon aussi, en 2021, a lancé, lors d'un discours sur Habiter la France de demain, un dialogue extrêmement important entre les élus locaux, les syndicats, les professionnels de l'habitat, les habitants, autour des sujets qui ont déjà été abordés, hein, l'artificialisation, bien sûr, l'accès aux services publics, la mobilité, l'écologie. Et la mobilité, je peux vous assurer, hein, quand on vient de Clichy-sous-Bois et que le RB ne marche pas de bon matin, c'est un vrai sujet qui nous concerne tous. Je voudrais juste rappeler quelques actions concrètes engagées sur ce quinquennat pour transformer la ville, parce que je pense que c'est important de les rappeler. Et vous les connaissez tous, et pour un certain nombre d'entre vous, professionnels, c'est des actions dans lesquelles vous êtes vous-même engagés. Action Cœur de Ville, c'est plus de 220 centres-bourgs, de Cahors à Châtellerault, qui sont concernés par cette très belle action. Souvent en complément avec des programmes en rue. Quand on a un programme en rue en périphérie et qu'il y a une action Cœur de Ville, c'est extrêmement important pour travailler à la mixité, pour réfléchir au relogement des familles qui habitent dans les quartiers en rue. Et bien, avoir cette double action en rue, en périphérie et Cœur de Ville en cœur, c'est extrêmement facile et facilitant. Les démarches aussi sur les petites villes de demain. C'est plus de 1600 villes de moins de 20 000 habitants qui sont concernées par cette démarche. C'est 3 milliards d'euros qui seront mobilisés dans les années à venir pour accompagner ces villes de demain. C'est le fonds Friche. Le fonds Friche, c'est une formidable révolution lancée dans le plan de relance, mais prendre en compte qu'il y a dans ce pays du foncier, un foncier disponible déjà artificialisé sur lequel on peut refaire la ville sur la ville, eh bien c'est 650 millions d'euros consacrés au fonds Friche. Moi je crois que c'est une démarche extrêmement vertueuse qui permet de réfléchir à ce que sera aussi la ville de demain et sur lequel il faudra continuer. C'est aussi le retour des services publics. Le retour des services publics à travers les maisons France Service qui mettent l'ensemble des Français à moins de 30 minutes des services publics. Et là aussi, c'est extrêmement important quand on sait le départ qu'on a pu connaître de nos services publics. À Clichy-sous-Bois, si je prends l'exemple que je connais bien, la fermeture de la caisse primaire d'assurance maladie, par exemple, a été extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, avec une maison des services publics, la maison France Service, eh bien, on retrouve... Mais c'est un travail de tous les jours de conserver ces services publics dans nos quartiers. La lutte contre les déserts médicaux, c'est plus de 900 maisons de santé qui sont lancées ou qui sont en train de voir le jour partout, aussi bien dans des quartiers en renouvellement urbain. C'est le charme d'être président de l'ANRU depuis 2017. À Nîmes, j'ai déjà parlé de Nîmes, mais on va penser que c'est un prisme, mais j'ai eu le privilège de poser la première pierre d'une maison de santé et de l'inaugurer pendant ce quinquennat. C'est la preuve, que l'ANRU travaille, et contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, et réalise. Les zones blanches, on a tous, je ne sais pas qui a oublié son téléphone, mais c'est le vôtre? Non, c'est celui d'Yannick Jadot. Ah bah tant mieux. C'est pas le mien, en tout cas. Prenez-le, hein, ça peut servir, à mon avis, pour négocier des accords de second tour aux législatives. À votre place. J'ai des écologistes dans ma majorité à Clichy-sous-Bois, tout va bien. Voilà. Ah oui, je parlais des téléphones. Vous êtes troublé. Évidemment, pardon. Vous êtes troublé. Je suis troublé, oui. La fin des zones blanches. On le voit, on a tous des moments de grands troubles quand on voit disparaître les barrettes sur nos téléphones et d'angoisse pour le coup de fil qu'on ne doit absolument pas manquer. Et là, aujourd'hui, c'est 96% de l'ensemble du territoire national qui est touché par la 4G. C'est 80% du territoire qui est touché par la fibre, avec un objectif de 100% en 2025. Et puis, je crois qu'avec le président de la République, nous avons fait de la politique pour la ville, mais nous avons aussi fait de la politique de la ville.
Et vous imaginez bien que le maire de Clichy-sous-Bois, le maire d'un des quartiers d'une ville les plus pauvres de France encore aujourd'hui, est extrêmement attentif à tout ce qu'on a pu mener sur la politique de la ville. La politique de la ville du temps court, celle des contrats de ville, pour faire simple, celle qui touche plus à l'humain, et à la politique de la ville des temps longs. À la fin de ce quinquennat, l'ANRU et donc les quartiers populaires de ce pays peuvent compter sur 12 milliards d'euros. Quand le quinquennat a commencé, c'était 5 milliards. Il y a d'abord eu une annonce d'un doublement de 10 milliards et lors du CIV de Grigny en janvier il y a un an, eh bien, le Premier ministre a annoncé 2 milliards supplémentaires. Quand on met 12 milliards d'euros dans les quartiers populaires, l'ANRU, on sait qu'en gros, le facteur multiplicatif, c'est x4. Ça veut dire que dans les 10-12 ans qui viennent, on va dépenser 48 milliards d'euros pour ces quartiers populaires et je crois vraiment que ça permettra de toucher durablement la vie des habitants de ces quartiers. Et ça touchera aussi le sujet qui est le nôtre, parce que quand on va démolir, reconstruire plus de 100 000 logements, quand on va rénover, et notamment rénover thermiquement 140 000 logements sociaux, ça a un effet concret sur le quotidien des habitants. Quand on lutte contre les passoires thermiques, c'est les charges qui diminuent. Et nous, on estime à peu près qu'à l'issue de ce programme, c'est 150 millions d'euros par an qui seront économisés par l'ensemble des ménages qui habitent dans les quartiers populaires. Et je crois que c'est extrêmement important. J'ai parlé tout à l'heure du Grand Paris Express. Oh, je ne suis pas encore à 5 minutes. Vous avez dépassé les 6 minutes depuis longtemps. Pardon. Je retire l'incident du téléphone, ça vous laisse 30 secondes. Alors juste un mot, le Grand Paris Express, j'en ai parlé, mais c'est aussi sous ce quinquennat que le métro du Grand Paris Express a été confirmé, notamment la ligne 16, mais pas seulement, et le lancement de la réflexion par Emmanuel Macron et Emmanuel Vargon, sur les quartiers de gare, la vitalisation de ces quartiers de gare, et aussi une réflexion importante sur ce que devra être la ville. Je vais conclure. J'ai parlé des services publics, j'ai parlé de l'école, et là aussi, on entend le plan Marseille, mais la question de l'école est une question extrêmement importante pour construire une ville inclusive, une ville dans laquelle chacun s'y retrouve. Et la ville, on se pose tous, je parle de l'école et je terminerai là-dessus parce que c'est extrêmement important. L'enjeu, c'est le parcours résidentiel. Une des questions que l'on se pose tous dans son parcours résidentiel, c'est d'abord est-ce qu'on va trouver un logement qui correspond, et donc le parcours résidentiel, et relancer ce parcours résidentiel, c'est un enjeu, je crois, déterminant. Parce que si ce parcours résidentiel, comme il est aujourd'hui, est sclérosé, stoppé, eh bien, chacun crée la place pour l'autre dans un parcours résidentiel. Et donc, pour relancer ce parcours résidentiel, il faut des écoles de qualité. Ce que je l'ai dit, c'est probablement la question qu'on se pose tous quand on est parents, dans quelle école je vais mettre mon enfant. Et si on n'est pas capable de bien répondre à cette question, et c'est pour ça que les CPA 12, c'est pour ça qu'il faut agir sur le bâti et que l'ANRU y prend toute sa place, par exemple, mais pas seulement. Eh bien, pour relancer ce parcours résidentiel, il faut réfléchir, et ça sera la conclusion, si vous voulez que ce soit ma conclusion, de permettre à tous les Français d'accéder à un logement abordable. Et il faut réfléchir à comment on retrouve un logement abordable du point de vue du loyer, de ses charges, mais un logement abordable si on souhaite être dans l'accession, même si, à titre personnel, je ne souhaite pas une France de propriétaires, parce que je crois qu'il faut s'interroger. Enfin, je suis le maire des copropriétés dégradées, donc je sais qu'on ne peut pas être... La copropriété est une réponse, mais une réponse parmi d'autres dans le parcours résidentiel, et il faut être extrêmement prudent sur ces questions-là, et il faut, quand on dit encore ce genre de choses, on rejette un voile noir sur le logement social. Non, le logement social, c'est le logement du plus grand nombre. On y est probablement tous passés un jour, et pour ma part, je suis très fier d'y avoir habité. Donc je conclus, pardon. Mais ça David. fait 3 fois que vous concluez. C'est parce que... Je vous ai à l'œil et à l'oreille. Donc, logement abordable, relancer la construction, bien sûr, et réfléchir à cette densité, à cette relance de la construction de qualité dans une ville dense avec un centre-ville vivant. Et enfin, et je crois qu'il y a des promoteurs dans la salle, il y a aussi des architectes, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à ce qu'est l'immobilier et le logement de demain, comment on rend ces habitations extrêmement mutables
passer du bureau au logement, passer du logement pour une famille de 5 enfants à des personnes âgées quand ils sont que deux, et réfléchir aussi, et ça a été dit, mais je le redis, à comment on continue à lutter contre l'habitat indigne. Et là encore, mais je pense que le maire de Rouen qui nous a quitté a dû en parler, puisqu'il fait partie, par exemple, des villes et des métropoles extrêmement touchées par le plan Initiative CoPro. Merci. Merci Olivier Klein. Restez 3-4 minutes avec nous. Là encore, politique fiction, votre candidat se décide à être candidat, il est réélu, il cherche un ministre du logement, oui, du logement. Et il se dit, il faudrait que le gars soit maire, qu'il connaisse un peu, qu'il ait eu des responsabilités intercommunales. Ah mais, le président de l'ANRU, pourquoi pas? Il vous nomme, vous faites quoi? Vous avez très bien défendu le bilan d'Emmanuel Macron et de son gouvernement à l'instant. Vous avez parlé au passé composé, vous avez dit on a fait, ils ont fait, voilà. Quelles sont les premières décisions en matière de logement, par exemple, que vous prendriez si vous étiez nommé ministre du logement, ministre d'État? Ce qui est rare, hein. Les ministres du logement ne sont pas des ministres d'État. Oui, je ne veux pas du tout me placer dans cette position. D'abord parce que le programme est en cours de réflexion et je ne me permettrai pas je suis là et on est nombreux à travailler sur ces sujets-là. Je vous ai dit mes priorités, celles qui sont en réflexion aujourd'hui, c'est quel logement pour le plus grand nombre, comment on continue à accompagner. Je vais être plus précis dans ma question. Si vous voulez. On va mettre la question du ministère entre parenthèses, je vais être plus précis, mais... Moi, je peux vous dire ce que je fais. Je peux vous dire ce que je fais comme maire de Clichy-sous-Bois. Parce que c'est un très bon exemple. Qu'est-ce que vous attendez d'un ministre du logement, maire de Clichy-sous-Bois? Non, mais la question, c'est pas celle du logement, c'est celle de la ville. Et la réussite d'une politique de l'habitat, du logement, du peuplement, c'est d'abord de quelle ville on parle. Et si ça marche, ou si j'espère que ça marche à Clichy-sous-Bois dans quelques années, c'est que en 2026-2028, on va inaugurer la gare du Grand Paris, et que grâce à cette gare du Grand Paris, on va multiplier par 10 le nombre d'emplois accessibles en 45 minutes pour les habitants du territoire de Clichy-Montfermeil. L'histoire de mon territoire ne serait pas le même. Moi, mes parents, ils ont acheté en 65 au Chêne Pointu, on leur avait promis un métro et une autoroute. Attendez, il ne faut pas défendre la prochaine élection du maire de Clichy-sous-Bois. Il faut défendre un candidat. Non, mais je ne défends pas un candidat parce que je crois que la preuve par l'exemple, c'est la meilleure des preuves. Bon, d'accord, très bons exemples à Clichy. Très bien. Non, mais parce que ce que je dis pour Clichy est vrai ailleurs. Ce qu'il faut, c'est une ville dans laquelle on a la capacité de partir le matin travailler, dans de bonnes conditions, de revenir le soir et d'être fier de sa ville. Donc c'est une ville avec un équipement culturel majeur, les ateliers Médicis, et on y travaille. C'est une ville avec un transport extrêmement rapide, sûr, une ville dans laquelle les femmes ont toute leur place. Moi, comme président de l'ANRU et comme maire, je demande à chacun des territoires d'étudier, de réfléchir à la sécurité, à la place de la femme dans la ville, à la femme de la place dans les équipements publics. Vous savez, vous avez tous vu ces études qui montrent où sont les jeunes filles dans une cour de récréation. Moi, quand je travaille, et on a fait des visites et des balades urbaines à Clichy-sous-Bois, où on a travaillé sur la question de l'éclairage, sur la question de la tranquillité. C'est une ville dans laquelle, et vraiment j'insiste là-dessus, parce que le parcours résidentiel, quand on va visiter un logement, on ne fait pas que regarder le logement, on ne fait pas que regarder le bâti, on regarde dans quel endroit on va s'installer, et je crois que, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il faille un ministre du logement. Je pense qu'il faut quelqu'un qui ait la capacité de réfléchir la ville dans sa globalité avec toutes ses aménités et tout ce qui constitue notre envie de vivre quelque part. Voilà, ça c'est une déclaration. J'ajoute une dernière question. Le candidat que vous soutiendrez à l'élection présidentielle a un souvenir douloureux de son quinquennat. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont mis sur la table un certain nombre de sujets absolument pas consensuels qui sont venus déranger un petit peu les élites parisiennes ou les élites municipales. Première question, c'était la question de la mobilité, évidemment, et de son coût. La deuxième question, c'était celle de la concertation, un autre regard sur la concertation et la démocratie locale, qui est évidemment au cœur de la réflexion d'aujourd'hui. Et puis, une question sur les territoires oubliés, les territoires, ce qu'on appelle la périphérie. Ma question, elle est
très précise. Quelle leçon avez-vous tiré à La République En Marche de l'épisode des Gilets jaunes qui vous fera gouverner autrement demain? La première des leçons, je crois que le président l'a démontré à travers les grands débats qui ont suivi ou qui ont été pendant cette crise, c'est la nécessité de l'écoute. La crise des Gilets jaunes, c'est une crise de la peur de la relégation. S'il n'y a pas eu de Gilets jaunes à Clichy-sous-Bois, c'est que les habitants de ce territoire n'avaient pas peur d'être relégués, ils se sentaient déjà relégués. Donc oui, il y a dans un certain nombre de territoires une peur de la relégation, une peur d'être dans un territoire oublié. Et je crois que les leçons ont commencé à être tirées. Quand je parlais tout à l'heure des maisons France Service, les maisons de santé, la lutte contre les zones blanches, etc. Donc je crois que la leçon principale, c'est d'être à l'écoute, de construire ensemble, de co-construire ce que vous avez fait et construire la ville durable, inclusive, la ville pour tous. C'est vraiment d'avoir cet objectif de co-construction, d'une ville des usages. Moi, je crois, enfin, lorsque je suis président de l'ANRU et que je me déplace, je vois à quel point il y a beaucoup de richesses dans nos quartiers populaires. Et je pense que l'innovation, la réflexion doit être présente partout. Je parlais tout à l'heure de l'école, je suis prof et c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi. Je pense que dans nos quartiers populaires, il y a aussi un sujet d'inquiétude, mais ce sujet d'inquiétude sur l'école, on le retrouve aussi dans les zones rurales, parce que on s'inquiète lorsqu'il y a une fermeture de classe, etc. Alors que ce qu'il faut, c'est accompagner la réflexion. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour faire classe, il faut avoir un nombre d'élèves réduit, que ça peut être un atout, mais qu'en zone rurale, on s'en inquiète. Je suis de ceux qui pensent qu'à un moment, l'école ne doit pas forcément avoir des bâtiments différents entre l'école élémentaire et le collège. Mais c'est des choses qu'il faut faire accepter. On voit à quel point un conseiller départemental lève les yeux au ciel quand on envisage de travailler sur ces questions-là, faire une école du cycle, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il faut, pour éviter ces nouvelles crises et ce sentiment de relégation, c'est d'inventer et d'inventer partout. Olivier Klein, merci. Merci. L'année prochaine, à Clichy. Vous êtes tous les bienvenus à Clichy-sous-Bois. Si vous n'êtes pas ministre du Logement ou de la Ville. Merci, Olivier Klein. J'inviterai toujours. Bon, merci pour cette invitation.